Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine c'est partenaire sexuel et comment et quand s'outer. Alors pour répondre à cette question, j'ai fait un Google Form parce que je suis puceau du coup voilà quoi. Mais après je pense que cette question on peut aussi la prendre du fait de juste avoir un partenaire, être en couple même si on fait pas l'amour avec vu que je suis ace aussi. Sauf que en fait ce serait moins intéressant parce que bah on sait qu'il n'y a aucune obligation à s'outer, donc pour forcément voilà la réponse va dépendre de si on s'out ou pas. Mais là par contre pour la question du partenaire sexuel, c'est que en gros euh, vu qu'on est trans, la personne en face peut avoir une attente particulière par rapport au corps qu'on devrait avoir, et il se trouve qu'on n'a pas forcément le corps qui convient. Après ça dépend de si on a transitionné ou pas, du passing aussi, et si on transitionne, de qu'est-ce qu'on a fait comme transition. Du coup, pour répondre à cette question, j'ai créé un Google Form. Du coup, j'ai récolté 132 réponses à ce Google Form. C'est peut-être une chaîne principalement de mecs trans, mais je me suis dit, la question en elle-même, en gros, je l'ai ouvert à toutes les personnes qui sont ni cis ni puceaux. La première question que j'ai posée, c'est êtes-vous en couple? Et là, presque la moitié des gens ont répondu que oui, en couple monogame. Ensuite, le deuxième plus gros score, ça arrive à presque 17% avec non, ce sont des personnes célibataires. Après, en troisième position, avec 15,69%, ce sont les personnes en couple et polyamoureux. Ça fait quand même pas mal. Il y a un truc que je me demande d'ailleurs, faudrait voir si on poserait genre la même question mais avec juste des personnes cis, est-ce qu'on aurait plus de personnes polyamoureuses dans la communauté non cis que cis? Et puis après, avec 12,42%, leur partenaire avec ou sans S est trans. Après, j'avais mis la case c'est compliqué comme dans les réseaux sociaux. Et du coup, il y a quand même eu presque 6% de personnes qui ont mis. Et je crois qu'il y a juste, vu le taux, parce que c'est 0,65%, ça doit représenter un vote à peu près en relation libre. Je ne sais plus parler. Du coup, parmi les personnes qui ont répondu oui, c'est-à-dire presque 75%, j'ai demandé donc depuis combien de temps. Et là, il y a plusieurs durées indiquées. Du coup, pour cela aussi, j'ai fait une moyenne et une médiane un petit peu pour voir. Bon, après, c'est pas forcément très représentatif parce que j'ai tout converti en mois, même ce qui était en année, sachant qu'il y avait une case où que j'avais juste demandé, en gros, j'avais juste mis supérieur à 5 ans. Donc, j'ai traduit par le nombre de mois que ça fait sur 5 années, mais voilà quoi, on se distingue parmi ça, il y a peut-être des gens, ils sont effectivement en couple, ils ont été en couple pendant 5 ans, ou d'autres pendant 10 ans, voire pendant 20 ans. Du coup, ça va fausser un petit peu les trucs. Mais si on oublie ce petit détail, ça tourne autour de 2 ans, moyenne et médiane comprises. Voilà, donc il y a autant de personnes qui sont en couple depuis moins de 2 ans que de personnes en couple depuis plus de 2 ans. Pour le reste, vu que c'est très mitigé, je vais pas non plus vous faire la liste des durées. De toute façon, je mets les images en même temps que je parle. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en détail, vous pouvez mettre sur pause. Déjà, qui est intéressante par rapport au sujet, c'est avec votre ou vos partenaires, vous êtes alors à 86,4%, c'est-à-dire la majorité, out. À 8,3% Stace, mais avec le genre réel. Et le dernier truc, à 5,3%, Stace se présentant sous le genre assigné.
Donc ça, je pense que c'est soit les personnes qui n'ont pas envie de s'expliquer sur la transidentité et qui n'ont pas assez confiance en leur passing, ou qui n'ont pas forcément un très bon passing, ou qui ont par sécurité quoi, vraiment pas envie de se faire chier. Et ensuite après, donc j'ai posé une autre question, un petit peu aussi pour corréler avec les résultats qu'on a eu à la question suivante. Alors, êtes-vous en transition médicale? Il y a 35,67% donc qui sont hormonés, 29,3% qui ne sont pas en transition médicale mais qui vont peut-être envisager de faire une transition médicale ou qui vont bientôt en faire une, 13,37% qui ont fait une mastectomie, 12,1% qui ne sont pas en transition et ne souhaitent pas transitionner. Je pense que ça peut être voilà quoi, soit des femmes trans qui se sentent bien avec le corps qu'elles ont, des mecs trans qui se sentent bien avec le corps qu'ils ont, ou des personnes non binaires qui ne souhaitent pas transitionner. 7% qui ont répondu juste non. Du coup oui, en gros il y avait 3 catégories de non quand j'ai fait quand j'ai construit mon sondage, et à voir qu'il y a juste 7% qui ont répondu non. Alors je me serais attendu à plus, parce qu'en gros ce que je m'attendais c'est que les gens ils répondent en fait ils cochent à la fois non et une des deux autres cases non, ou alors juste non s'ils n'ont pas plus de précision. Du coup je me serais attendu à un score un petit peu plus élevé de non, vu que il y a quand même pas mal de non mais bientôt ou non et ne souhaite pas. Du coup je pense qu'il y a des gens ils ont juste coché une des deux cases et ils n'ont pas coché celle-là. Ce qui me fait voir que dans mon sondage, cette case doit être en partie inutile. 0,6%, donc ça doit représenter juste une voix. On fait vaginaux ou phalloplastie. J'ai pas fait de cases différentes, donc on ne sait pas laquelle des deux opérations, mais on n'en a rien à faire, parce que en gros le truc que je me suis mis, en fait si avec cette opération là, en gros c'est juste que techniquement en fait je considère que quand tu fais si tu fais cette opération, t'as pas réellement besoin de te outer, parce que voilà quoi, t'as aucune différence avec le corps d'une personne cis à peu près. Bon après imaginons par exemple le cas d'un mec trans qui ferait juste la phallo et qui prendrait pas d'hormones et qui ferait pas de mastectomie. Bon effectivement il y a peut-être un petit décalage, mais je trouve que c'est pas du tout significatif, parce que par exemple les mecs cis qui sont un peu en surpoids, on va pas non plus dire que ça fait des seins, mais un peu quand même. Du coup je pense qu'il n'y a pas non plus besoin de s'outer, ça passe. Après toujours un vote, donc il y a une personne qui a fait l'hystérectomie. Ça a été ajouté dans autres, parce que je l'avais pas mis au début, parce que pour moi ça me semblait pas pertinent du tout pour faire une corrélation avec les autres résultats, parce que l'hystérectomie c'est pas vraiment un truc visible en soi. Bon, à moins que tu fais l'hysté et que tu prends pas d'hormones, oui bon effectivement le truc visible c'est que du coup tu n'as plus tes menstrues, mais sinon c'est pas réellement visible en soi. Il y a aussi eu laser, rééducation vocale, et ça a été ajouté dans autres, mais par contre c'est pertinent en fait je trouve, parce que ça j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que du coup dans le parcours d'une femme trans, effectivement par exemple avec les hormones, je ne pense pas que les poils de barbe ils vont tomber comme ça. Enfin, c'est pas de la magie. Du coup faut bien faire un truc pour les faire disparaître. Et c'est pareil oui pour la voix, disons que pour le cas d'un mec trans, la testostérone ça fait muer et tout, quand ça mue c'est bien, mais en fait ça peut pas démuer. Du coup oui forcément oui, c'est vrai qu'il faut faire un travail derrière. Du coup même pour le passing en soi c'est pertinent. Et donc par rapport à ça, vu que il n'y a eu qu'une réponse pour vaginophaloplastie, et il n'y a que 13,37% qui ont coché mastectomie pour les mecs trans.
Bah en gros, bah vu que c'est assez peu quand même, ben ça explique un peu le taux de personnes out. Enfin c'est ce que je me dis. Parce qu'après même si tu... Je pense qu'il y a des gens quand même, même en ayant un corps qui correspondrait à la version 6, bah il y a quand même des gens qui décideraient d'être out. Et justement c'est ce que nous montre la prochaine question. Admettons que même nu vous paraissez 6, même si ce n'est pas le cas, imaginez que oui pour répondre. Pensez-vous que vous serez out avec votre partenaire dans le cas d'une relation sérieuse? J'ai eu 95,5% de oui. Et j'ai eu 4,5% de non. Je pense qu'en fait les gens mettent en fait dans le cadre d'une relation sérieuse, je pense que les gens pensent que c'est... Il y a peut-être enfin il y a une relation de confiance, oui. Du coup, je pense que comme être trans, voilà quoi, même en faisant une transition la plus complète possible, on reste trans parce qu'on n'a pas été signé du bon genre à la naissance, donc on va pas devenir cis. Du coup, je pense que comme ça fait partie de nous, c'est peut-être pour ça que dans le cadre d'une relation sérieuse, ça convient, ça devient important de le dire. Après, j'ai posé la même question, mais dans le cadre d'un plan cul, où là, par contre, voilà quoi, tu vas coucher une ou deux fois avec la personne et puis tu lui parles pas plus. Je me suis dit, peut-être que voilà quoi, là, franchement, il y a aucune importance à être out. Et alors, j'ai eu une majorité quand même de non, ce qui me paraît en soi normal, à 62,1%, mais quand même à 40,2%, ce qui est énorme, des oui. Donc en fait, vraiment, là, les personnes qui ont répondu à ce sondage, ou même les personnes du coup en général, parce que je pense que 132% c'est un bon panel quand même. Du coup, voilà, les personnes vont considérer que vraiment c'est très important, et même dans le cadre d'un plan cul, il faut le dire. Puis après, il y a eu les ne sais pas, non concernés. Ensuite, après, dans le cadre du sondage, donc j'ai passé un extrait du film Boy Don't Cry. Parce que ce qui est intéressant en gros dans ce film, c'est que Brandon, c'est un mec trans, il est pas du tout en transition médicale. Bon, dans le film, il avait l'intention de le faire. Mais je crois que il y avait quand même un côté financier. Et puis il devait aller au tribunal parce qu'il avait fait une infraction, je crois que c'était sur la route ou un truc comme ça. Bon, du coup, forcément, quoi, quand tu fais une infraction, t'es puni, donc tu dois payer. Donc voilà, quoi, l'argent, c'est pas trop ça. Du coup, il était pas en transition médicale, il était amoureux d'une fille, et du coup, au début, il a couché avec elle une fois, puis peut-être plus, sans s'outer, en étant comme ça, en tant que mec cis. Et ça passait. Et en gros, je crois que c'est juste, il avait un packer, quoi. Et il faisait sombre en même temps. Et du coup, la question que je me suis dit, c'est que est-ce qu'il y a eu des personnes à qui c'est déjà arrivé, et du coup pour voir à peu près quoi, ça marche, c'est vraiment quoi, tu peux le faire, ouais. Et du coup, bon forcément, c'est une situation très précise, donc j'ai eu 81,8% de non, ce qui est pas étonnant, mais j'ai quand même eu 18,2% de oui. Donc ça marche. Voilà quoi, il n'y a pas... Même sans avoir fait de transition du tout, il n'y a pas réellement besoin d'être out. Ça veut juste dire ça. En gros, il n'y a pas d'obligation, c'est plus... c'est selon ce qu'on veut quoi de s'outer. Du coup, après, donc la partie 2, ça c'était pour ceux qui étaient en couple. Alors du coup, j'ai demandé donc au bout de combien de temps est-ce qu'ils se sont outés. Et donc 53,73% des personnes étaient déjà out avec la ou les personnes avant d'être en couple. Du coup, voilà quoi, ça facilite. Ensuite, 21,64% se sont outés
dès qu'elles ont ressenti qu'il y avait moyen que ça aille plus loin, quoi. En gros, quoi, les personnes ne sont pas encore ensemble, mais il y a quelque chose qui accroche, du coup, voilà. 16,42% étaient en couple avant ou pendant leur questionnement. Donc, ça s'est fait progressivement, c'est ce que je dis. Et 7,46% ont attendu plus longtemps. Et j'ai demandé, mais il n'y a pas tout le monde qui a répondu, de mettre dans autre une donnée à peu près sur le temps. J'ai eu une réponse pour 10 mois, 2 réponses pour 1 an, une pour 1 an et demi et une pour 12 ans. Donc voilà, c'est très variable et il y a un écart type énorme. Parce qu'il y en a, quoi, c'est à peu près dans les 1 an et 12 ans, quoi. Il y a 11 ans d'écart type. Enfin même 11 ans et 2 mois d'écart type si on veut être plus précis. C'est assez énorme. Donc c'est vraiment variable. Et 0,75%, donc ça doit représenter juste une réponse. Ouais, c'est ça, une réponse. Le lendemain du rapport. Et en plus, si je regarde bien la réponse précisément, je l'ai sous les yeux, c'est le lendemain de lui avoir fait l'amour. Et je crois que quand j'avais regardé dans un par un pour retrouver le truc complet, c'était toute la nuit. Et bien sûr, ensuite, comment s'outer. Donc là, j'ai demandé de faire un texte, quoi, de réponse. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait pour essayer de voir si je pouvais pas regrouper des trucs dans un camembert, ce que j'ai pu faire. Soit comme on voit, il y a plein de trucs, c'est simple conversation, discussion. Un quart des réponses vont dire qu'ils l'ont mentionné simplement. Un autre quart des réponses en conversation en face. 8,51%. Le fait qu'ils étaient trans était indiqué sur le profil du site de rencontre. 6,38% en message. 6,38% c'est le partage du questionnement. Et tout le reste qui doit représenter des 2-3%, des trucs comme ça. Le partenaire, ou les partenaires connaissaient déjà des personnes trans. Ne cache jamais sa transidentité. La lettre. Où là j'ai regroupé des trucs ensemble, mais du coup je l'ai appelé comme catégorie avec des guillemets. Je me sens, insérer le genre. Partenaire trans. Alors juste demander est-ce que tu es ouvert d'esprit, et après continuer. Outer devant plusieurs personnes. Internet, le téléphone, mais là en vocal. Se faire aider par les amis. Et le partenaire avait déjà des doutes. Enfin, parmi ça, en gros, il y a des réponses un petit peu plus complètes, donc je vais peut-être vous en lire quelques-uns. Là, par exemple, on peut voir, il y a une réponse qui dit elle avait déjà un ami FTM, donc ce fut assez simple de lui parler. C'est clair que quand la personne connaît déjà à peu près la transidentité, ça va être plus facile. Alors, je ne cache jamais le fait que je sois trans avec mes amis ou non. Donc ça, voilà, c'est pour les personnes qui se considèrent trans avant tout. Je pense que vraiment début de transition, voire même avant ma transition, je considérais que c'était un peu le cas. Et puis là quoi, je vais pas m'outer systématiquement avec les personnes, parce que je finis par considérer que c'est un détail. Forcément après si on me demande si je suis trans ou si le sujet vient sur le tapis, au bout d'un moment j'ai peut-être m'outer, mais je vais pas le faire directement. Donc là voilà, on a un témoignage aussi un petit peu plus précis. J'étais en questionnement quand on s'est rencontrés, et quand il m'a demandé mes pronoms, j'ai dit comme tu veux. Plus tard, je lui ai annoncé m'être décidé à propos de la T et ma mec. Donc ça, j'avais mis ça dans la catégorie du partage de questionnement. Je lui ai dit que je me sentais garçon. Salut, je suis Ethan. Non, c'est pas un prénom féminin, je suis trans. C'est simple, clair et net. C'est efficace au moins. Mon plan cul est aussi une amie non binaire, ça facilite l'échange. Je lui demande si c'est une personne ouverte d'esprit et qu'il y a quelque chose d'important que j'ai besoin de lui dire à mon sujet, et je vois comment elle réagit à ça. Après, je fais en fonction. En général, quand tu demandes aux gens, peu importe qu'ils soient ouverts d'esprit ou non, quand tu demandes la question es-tu ouvert d'esprit, les gens répondent oui.
Parce que même s'ils le sont pas sur certains points, les gens vont considérer que oui. Du coup, je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Je lui ai juste parlé quand c'est revenu à moi. Il m'a accepté non sans mal car c'est un mec cis hétéro et moi FTM. Ben... Ouais, c'est sûr que oui, il y a peut-être un petit peu de difficulté là-dessus parce que du coup... Là, en gros, la personne est hétéro. Du coup, oui, bah c'est pas dans ses attirances, quoi, de sortir avec un mec. Mais après, des fois, bah, peut-être que je pense que le couple, ça se trouve, il va... Je crois que si le... Je pense que vu comment c'est tourné, ils ont dû rester en couple. Et je pense qu'en fait, après, quand tu réfléchis, bah, tu dépasses tout ça, quoi. Quand t'aimes la personne, au final, tu t'en fous. Bon, après, je dis ça, mais en même temps aussi, je suis bi, donc bah, je pense comme ça. Mais ça se trouve, ben, pour des personnes qui vont être strictement hétérosexuelles ou strictement homosexuelles, ben, c'est pas du tout comme ça. Il y a devant toute une classe. Ça va encore, ça pourrait être encore plus compliqué que... Tu pourrais le faire devant un amphi. Je sais pourquoi je ressens ça, et ça, et ça, et puis des fois ça. Je suis FTX pangenre. Maintenant, faut que je réfléchisse comment je préfère être genré. J'avais 0 passing quand on s'est rencontrés. Je n'ai pas encore fait de SRS. Je ne comprends pas cet acronyme. Bref. Et même en portant une ceinture de chasteté, j'ai peur que ça se voie. Cependant, je m'out plus facilement auprès de personnes trans. Non, c'est clair que c'est plus facile. Même comme j'ai dit tout à l'heure que j'ai pas systématiquement m'outé. Mais si, avec les personnes trans, ouais. Ou quand il y a des personnes, genre... que je vais avoir des doutes, genre, enfin, je vais me demander si c'est des personnes non binaires ou pas. Des fois, c'est juste qu'ils sont androgynes. J'ai l'impression qu'en fait, je vois plus de non binaires qu'il y en a réellement. Mais du coup, je vais pas forcément m'outer comme ça, bah parce qu'il y a des personnes autour, quoi. Mais je vais essayer un petit peu, genre, en manière un peu codée, genre, j'affiche mes badges. Et puis, ah oui, j'ai trouvé dans ma promo que il y a une personne trans, du coup qui est non binaire mais son pronom c'est il. Et bien, bah déjà je lui avais demandé ses pronoms parce que ben j'avais un doute, je me demandais si cette personne était non binaire parce que bah cette personne avait un style vraiment très androgyne. Du coup je me suis dit bah, ça va être une personne non binaire. Et en plus j'avais raison pour une fois. Mais du coup, donc en demandant ses pronoms, bah comme c'était il, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit oui bah voilà c'est... Bah, ça se trouve c'est juste un mec. Hein. Et en gros, bah, le moment où j'ai compris bah, que cette personne était trans, c'est quand j'étais en train de demander s'il y avait des gens qui pouvaient prendre les cours pour moi parce que j'avais loupé quelques cours vu que ben, j'avais un rendez-vous sur Le Mans avec l'endocrinologue. Et en gros, ben, en fait, dire vraiment ben, les noms des spécialistes précisément, ça permet un petit peu de dévoiler les personnes trans. Parce que les 6, bah, enfin ça dépend, il y en a qui comprennent. Mais là, autour, non, bah, du coup, ils comprenaient pas. Même on m'a demandé, c'est quoi un endocrinologue? C'est le médecin des hormones. Et du coup, bah, après, bah, cette personne bah, m'a demandé si je pourrais bah, lui donner ben, ses coordonnées parce que ben, il n'arrive pas à trouver. Et du coup, bah, là, c'est comme ça un petit peu bah, que j'ai compris ben, qu'il était trans. Puis après, bah, j'ai parlé avec, et en fait, bah, c'est une personne trans non binaire. C'est avec mon premier partenaire que j'ai découvert la transidentité. Comme c'est lui qui m'a expliqué ce que c'était, il était déjà au courant. Pour mes 2 autres partenaires, soit ils sont déjà au courant parce qu'un ami lui a dit, soit je tends la main et je sors une phrase bateau. Enchanté, moi c'est Maël Dan, je suis un mec trans, donc soit tu dis il,
quand tu parles de moi, soit notre relation n'ira pas plus loin que le bonjour purement poli. C'est tellement génial comme formulation. Et ça marche tellement bien. Cette personne est un génie. Je suis un mec trans, ça te dérange si je m'en fous? Non. Et après on s'est posé, on a discuté. En fait on s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux trans à la base, donc bah on le savait déjà, pas besoin de sauter. Au moins, comme ça, c'est simple, et voilà, tu te prends pas le chou avec ça. Je lui ai demandé de m'appeler Valentin, et elle a tout de suite compris et a rompu avec moi. Putain, c'est trop triste quand même. Bon après, si elle a rompu avec toi, je pense que ça aurait été pas une bonne relation, quoi, ça aurait été toxique. Je pense que si, c'est ça quand même qui a comme utilité. Je pense que même dans une relation où tu couches pas avec la personne, ouais, ça peut être utile en fait de se outer. Parce que comme ça, imaginons que tu le fais pas, et que tu te rends compte plus tard, genre plusieurs mois plus tard, que après comme ça par hasard, par exemple en parlant d'autres personnes trans ou quelque chose comme ça, enfin tu te rends compte plus tard que cette personne au final elle est transphobe et tout, du coup je pense que ouais ça va être plus dur. Du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de personnes qui trouvent que c'est important de s'outer. Et du coup oui ça de... en fait le fait d'être trans, comme une personne m'avait dit, ça donne un filtre à con. Et effectivement, du coup, le fait de s'outer, ça permet aussi d'utiliser son filtre à con. Je fréquente habituellement des personnes qui sont minimum sensibilisées aux questions trans. Donc, je glisse le plus naturellement possible du monde. Au fait, je suis non-binaire. Mais là aussi, ça c'est un bon point à garder et à prendre en compte parce que du coup, effectivement, si tu es dans une sphère où tu sais que ça va être safe, en fait, tu es dans une sorte de bulle, donc tu t'évites certaines contraintes et certains stress. Donc ça peut être un bon plan aussi, de rester dans une bulle avec des gens où tu sais que ils sont ouverts à la transidentité. Et puis après, la dernière question que j'ai demandé, c'est avez-vous des choses à ajouter par rapport, voilà, pour voir les commentaires. Donc là, il y en a quelques-uns intéressants, donc je vais les lire. Pour ma part, même outé, il est compliqué pour moi de passer le cap de la relation sexuelle. De ce fait, je n'ai que peu couché avec mes partenaires depuis que je sais être trans parce que je refuse qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Je refuse que la personne face à moi y voit mon assignation, ce qu'elle voudrait voir et non ce que je suis. Du coup, par peur du doute, je ne couche que rarement avec mes partenaires et sur toutes mes relations actuelles, je suis polyamoureux. Il n'y a qu'une personne avec qui je couche. Bon, j'ai un petit peu reformulé sans le faire exprès parce que les lignes sont un petit peu rapprochées, du coup, c'est un petit peu dur de lire. Mais ça me fait penser à ce que la psychologue que j'ai été voir, au passage, j'ai eu mon attestation. Bref, du coup, je l'ai vu pendant 2 séances, et entre deux, il fallait que j'écrive un texte biographique sur mon ressenti par rapport à mon corps, par rapport à tout, par rapport à la dysphorie. Ça a dû faire 5 pages, un truc comme ça. Bref, en gros, je crois qu'elle m'avait posé la question par rapport à ma sexualité. Je lui avais répondu que j'étais bi et ace, enfin du coup bi-romantique et ace, enfin asexuel, parce que, non, mais si j'aurais juste dit ace, je crois que si j'ai dit ace, elle a pas compris, et après j'ai expliqué que c'était asexuel. En plus, le truc qui est marrant, c'est que même quand je dis ace, les personnes qui sont ace aussi ne comprennent pas parce qu'apparemment je prononce mal, et quand je le dis, en fait ça donne l'impression que je dis juste glace. Du coup voilà, c'est la petite anecdote un peu conne. Donc en gros sur ça, ce qu'elle m'avait dit, la psy, c'est que peut-être que ça a tant changé, peut-être que pour l'instant vous êtes comme ça parce que c'est à cause de la dysphorie. Donc après je me suis dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'en sais rien, de toute façon je suis pas non plus, j'ai pas non plus
dire oui, ben je suis asexuel, donc voilà, ce sera comme ça tout le temps. Voilà, quand je me dis, je m'autorise à ce que ça puisse être une phase, mais qui est légitime. Du coup, ça me fait penser à ça parce que là, ben, ça se trouve, ça, ben, y a un petit peu de la dysphorie, quoi, là-dedans. C'est ce que j'ai l'impression. Je pense qu'avoir plusieurs partenaires sexuels est très difficile en étant trans. D'abord, en termes de dysphorie, et ensuite, ce que la personne peut accepter. J'ai vécu beaucoup d'expériences avec des personnes cis qui se considéraient gays et me voyaient comme fille et donc ne voulaient pas coucher, et l'inverse, qui se considéraient comme lesbiennes. De plus, lorsqu'on a des complexes, en plus de la dysphorie, style surpoids, vergéture, c'est hyper dur de se montrer et de prendre du plaisir par la suite, et la souffrance est énorme car tu as l'impression de plaire à personne. Ah là, là le commentaire que je vais lire, c'est celui qui a fait que j'ai remodifié la présentation de mon sondage. Parce que du coup, ben, en fait, ça m'a fait découvrir un truc que je connaissais pas, quoi. Oui, je suis trans et ace, mais et des relations sexuelles pour diverses raisons. Est-ce que ce serait possible de modifier un peu le questionnaire pour qu'il soit un peu moins exclusif vis-à-vis des personnes dans mon cas, et mettre une troisième option, peut-être pour ça out au coup d'un soir ou non, une option comme non concernée et ne sait pas. Voilà, merci en tout cas, et j'espère que les réponses vous seront utiles. Je tiens à dire à tous et toutes trans, soyez vous-même le plus naturel et dire la vérité, même pendant un plan cul. Pour les personnes qui ont changé leur dosage en cours de transition, quelle incidence? PS, très bonne vidéo, merci. Alors, déjà, bah, changer le dosage en cours de transition, je pense que c'est le cas de la plupart des personnes en hormonothérapie. Enfin, je pense que c'est très rare de tomber directement sur le bon dosage. Du coup, ben forcément, en cours de transition, tu vas changer de dosage. Moi, j'ai changé déjà 3 fois de dosage. Et peut-être que je vais en changer une 4e fois. Parce que ben, j'ai un taux de testostérone un peu élevé. Mais comme il n'y a pas vraiment d'effet secondaire, il n'y a aucun problème. À part l'acné, je dirais que c'est le seul effet secondaire qui me fait chier. Ben du coup, mon endocrinologue, ben, il pense que c'est pas vraiment très important et donc va juste regarder, et si dans 6 mois ça persiste, ben je changerai de dosage. Mais du coup voilà, donc rien que ça, donc j'aurais changé de dosage entre 3 et 4 fois donc. Du coup, ben, c'est un truc qui arrive souvent, donc je faudrait reposer la question s'il y a un impact. En tout cas pour la testostérone, je sais que ça peut influencer la libido, donc peut-être à voir avec ça. Là, pour ma part, ben je suis toujours ace. Il y a peut-être juste ce qui a changé, c'est que ouais, c'est par rapport au diclite. Je crois qu'avant, en fait, il faisait vraiment rien. C'était un membre mort. Voilà. Il y a peut-être des fois où j'ai l'impression que il décide de se raidir tout seul pour aucune raison. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une érection, sans doute. Mais du coup, ben, j'en tire rien de particulier. Alors, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo et en même temps, là, je viens de voir que ça fait presque 1 heure que je suis en train de tourner. Du coup, je pense que je vais faire court pour finir. Alors, je suis en retard dans tous mes sujets là en ce moment. Donc, normalement, il y en avait un autre, enfin, celui vraiment cette semaine, parce que là, celui que je fais, c'est celui de la semaine dernière. Celui de vraiment cette semaine, c'est si vous aurez commencé la transition juste maintenant, qu'est-ce que vous aurez changé? Moi, je suis à 9 mois de testostérone, donc
En soi, j'ai pas forcément commencé à transitionner il y a très très longtemps, quoi. Enfin, si, 9 mois quand même. Mais du coup, je pense que ben, j'aurais rien à changer. À part peut-être au début, quoi, je me suis peut-être un petit peu fait chier avec les psys, quoi, j'ai un peu galéré. Euh, j'avais la première fois que j'avais essayé de vouloir obtenir un papier de psy, j'avais été à la maison des ados quand j'avais 17 ans. Ça m'a rien apporté. Je dis pas que la maison des ados c'est inutile, hein, peut-être que ça apporte des trucs pour d'autres problèmes, mais en tout cas, pour juste demander un papier pour dire que t'as une dysphorie de genre, ça ne sert à rien. Du coup, j'avais juste eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Ensuite, après, quand j'étais à Angers, j'ai essayé de demander dans le SUMS au psychiatre si je pouvais. Le psychiatre a refusé, donc pareil, perte de temps. Ensuite, après, j'ai essayé de trouver une psychologue privée sur Angers. M'a dit d'aller à la Sofect, voilà. Bon, bah du coup, j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps. Là, si on compte, ça fait déjà 3 psys. Et il y a seulement, là, ben, au bout de la quatrième psychologue, où, déjà au premier rendez-vous, elle m'a pas dit d'aller voir la Sofect. Donc voilà, c'était un peu mieux. Voilà, quoi, il y a que au bout du quatrième psy que, ben, ça a vraiment été. Donc, ben, peut-être que si je commencerais juste maintenant, eh ben, j'aurais directement, enfin, non, ben non, à 17 ans, je le voyais pas encore en endocrinologue. Mais en gros, ben là, la psychologue que j'ai vue sur Nantes, bah, était dans la base de données de l'endocrinologue. Donc, mais déjà, en gros, si je commencerais si j'aurais commencé, ouais, ce que j'aurais changé, c'est que au lieu d'essayer de chercher comme ça moi-même sur Angers, en fait, j'aurais dû directement demander dès le premier rendez-vous avec l'endocrinologue de me donner un nom de psy dans sa base de données. Ça aurait été plus vite pour ça. Sinon, c'est tout. Puis du coup, je vais vous dire bye et à la semaine prochaine.